Bienvenue, bonjour à toutes et tous. Je crois que vous nous entendez bien. Je suis Thierry Bonetto, je suis anciennement en charge du learning et développement pour le groupe Danone. Aujourd'hui, consultant indépendant sur les stratégies learning et les organisations apprenantes et surtout la chance de co-animer le club Learning Activist qui organise ce webinaire. Pour vous rappeler qui est ce club, il rassemble des responsables learning et développement d'une vingtaine d'entreprises franco-internationales. Et ces responsables ont tous et toutes, ainsi que les entreprises, une caractéristique qui est d'avoir envie de faire bouger les lignes en matière de formation, de développement de compétences, au service à la fois de la transformation de nos entreprises et également de l'accélération du développement des compétences des collaborateurs et des collaboratrices qui font ces entreprises. C'est un club qui a vocation à partager des pratiques, mais aussi à expérimenter des choses et à partager le résultat de ces expérimentations. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, puisque depuis presque 18 mois maintenant, une bonne partie des équipes des entreprises du club se sont emparées de l'IA générative qui a éclos fin 2022, plus ou moins, pour expérimenter des choses, voir comment on pouvait l'utiliser dans le domaine de la formation. Et au bout d'une année d'expérimentation, on s'est réunis avec une partie des membres de ces entreprises pour partager ces expérimentations, le retour d'expérience, apprendre de ces expériences-là, et à la fois en termes de cas d'usage, qu'est-ce qui avait été expérimenté, et d'outils, quels étaient les outils qui avaient été utilisés. Et on a eu l'idée, en fait, de non seulement partager entre nous, mais également de pouvoir ouvrir ce partage à plus de personnes que les membres qui étaient là à ce moment-là, donc d'écrire un livre blanc. On a également pu partager quelques-unes de ces expérimentations lors du congrès LTD qui s'est déroulé au début du mois de juin. Et c'est pourquoi finalement, dans ce webinaire, une partie d'entre vous font partie des membres du club Learning Activist, et puis une partie d'entre vous ont été invités par Claire Michaud. Vous étiez peut-être parmi vous présents ou présentes lors de la séance qu'on a animée sur ce thème-là au congrès LTD, ou bien vous avez reçu une invitation de quelqu'un qui était présent au congrès à ce moment-là. Donc bienvenue à toutes et tous. L'objectif de cette session, c'est de vous donner un rapide, finalement, overview de ce retour d'expérience fait au sein du club Learning Activist, et aussi de vous présenter à la fin, de façon très rapide, la structure du livre blanc qu'on a écrit, qui sera diffusé, qui est déjà en cours de diffusion d'ailleurs, mais que vous pourrez récupérer également dans le cadre de la participation à ce webinaire. Alors, j'ai envie de remercier, avant de passer la parole à mes collègues, j'ai envie de remercier tous les membres du Club Learning Activist qui ont participé à cet atelier, avec en premier Anne Gergebin d'Air France et Laurent Reich de L'Oréal, qui ont été un peu l'initiative de cette session de partage organisée en avril dernier. Également Claire Michaud et l'équipe du congrès LTD qui nous a permis de formaliser ce livre blanc de façon à être plus adéquat pour une distribution un peu plus large qu'au sein du club. Également Mam Morphol qui nous a aidé à la synthèse de l'atelier, et puis bien sûr à Jean-Roch et Florent, je vais vous laisser vous présenter, qui sont les porteurs d'histoire en fait dans ce webinaire, qui ont co-animé l'atelier que j'évoquais. Merci Jean-Roch et Florent d'être là. Je vais vous laisser juste vous présenter rapidement avant d'entrer dans le vif du sujet. Merci beaucoup Thierry. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être avec vous sur ce sujet qui nous passionne, l'IA au service de la formation. Je suis donc Jean Recoulier, je m'occupe des opérations et tout ce qui est pédagogie digitale et innovation au sein de Safran University, donc l'université du groupe Safran.
Et moi, bonjour à tous, Florent Grézo-Verrier, donc je suis Head of Digital Learning et Innovation pour le groupe MBDA, donc tout ce qui est transformation de la formation pour ce groupe fantastique qui est MBDA, Missilier européen, à la fois sur donc la transfo, les outils, mais aussi les nouvelles technologies et les futures innovations qu'on peut intégrer ou injecter dans l'entreprise progressivement, donc auquel titre fait partie l'IA générative à laquelle on s'est intéressé un peu tous dès les prémices et dès la sortie. Aujourd'hui, je pense qu'on passe une nouvelle étape sur l'industrialisation, ou en tout cas l'intégration de cette technologie dans le business as usual des entreprises, mais aussi des services formation. Et c'est vraiment ça notre angle d'attaque aujourd'hui, c'était de vous comment est-ce que les entreprises du club des learning activistes ont commencé à intégrer des cas d'usage dans leur activité de formation. Et c'est ça qu'on va vous présenter aujourd'hui avec Thierry et Jean. Donc, ravi d'être là. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On y répondra. On fera une petite pause de questions à un moment. Merci Florent et Jean-Roch. Vous avez la liste des entreprises là sur l'écran pour celles et ceux qui ne connaissaient pas ce club. Pour rappeler l'histoire en fait rapidement et introduire les témoignages qu'on va avoir de la part de Jean-Roch et de Florent, on s'est d'abord posé la question en fait au sein du club sur comment structurer l'utilisation de l'IA générative en formation en utilisant une matrice inspirée de celle de Dave Ulrich, que vous connaissez sans doute, des gourous HR mondiaux, autour de 4 dimensions, une mission plus d'exploration quand on est en train d'imaginer quels sont les besoins potentiels auxquels la formation et le développement des compétences peut répondre. Également en termes de designer ou de créateur, de programmes de formation. Également en termes de formateur, donc lorsqu'on est en animation présentielle ou virtuelle, comment peut-on utiliser l'IA générative dans ce cadre-là. Et puis également... Thierry, pardonne-moi, je t'interromps juste une seconde. Les planches, je bouge les planches parce que ça ne bougeait pas de ton côté. Donc, je t'amène sur quoi? Sur la matrice de Dave Ulrich, je suppose. Oui. D'accord. OK. Merci. Voilà, ça devrait être bon maintenant. Merci. Donc, je disais en termes d'explorateur, de créateur ou designer, de formateur, d'animateur, et puis également d'apprenant pour pouvoir aider les collaborateurs et les collaboratrices à construire eux-mêmes, par exemple, leur plan de développement individuel au-delà du catalogue de formation qui peut exister dans nos organisations. Donc, je ne vais pas m'étendre sur cette matrice que vous retrouvez dans le livre blanc, mais plutôt introduire ou rappeler celle qu'on a utilisée plus récemment de façon beaucoup plus opérationnelle. Et vous connaissez peut-être la méthode ADDIE, assez classique, qui passe par les 5 étapes d'analyse des besoins, de design au niveau macro d'un programme de formation, de développement, donc de fabrication des supports divers et variés et des ressources d'apprentissage qui vont être utilisées dans le cadre du programme, l'implémentation, le delivery évidemment, pour mettre en place ces formations auprès de l'ensemble des collaborateurs qui en sont la cible, et l'évaluation donc de la satisfaction et de l'impact de la formation, auquel on a rajouté une étape qui est manage, comment manager, piloter globalement le process. Je ne sais pas si Jean-Roch, tu veux aussi t'assurer qu'on est sur le bon slide. Oui, pardonne-moi, je t'emmène sur le MADI, c'est ça. Voilà. Donc, je pense que c'est toi qui va devoir passer les slides si vous... oui, donne-moi juste la consigne, s'il te plaît, juste pour t'emmener. Voilà, donc j'indiquais cette méthode que vous connaissez peut-être pour la plupart d'entre vous, auquel on a rajouté le M-Manage de piloter la veille et l'activité de formation, mais donc le process de design et de développement, d'implémentation et d'évaluation de formation. Et donc, c'est sur cette matrice-là qu'on a plugué, si vous voulez, ou indiqué les différents cas d'usage que l'on a utilisé à l'occasion de cet échange d'expérience. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va parcourir les 5 plus 1 étapes de la méthode, en commençant par A. Jean-Roch et Florent vont partager à tour de rôle quelques exemples de cas d'usage et d'outils utilisés. Comme le disait Florent, n'hésitez pas à poser, si vous avez des questions, à poser des questions dans le chat et on les relaiera
au fur et à mesure, au milieu de présentation et en fin de présentation. Donc ça vous donnera, j'espère, une vision un petit peu générale des cas d'usage qui ont pu être expérimentés et des outils. Et puis on conclura avant midi sur le livre blanc, tous ensemble. Donc, je passe la parole à Jean-Roch, peut-être, si tu veux t'assurer d'avoir le A. Juste avant de partir sur l'ensemble des lettres, j'ajouterais aussi que la différence entre les deux matrices, celle de Dave Ulrich et la matrice MADI qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est finalement que cette matrice MADI, elle est très centrée sur les processus internes de la formation. Donc, c'est vraiment une vision non pas apprenant, non pas forcément formateur, mais c'est une vision centrée, auto-centrée entre guillemets, ou centrée en interne sur nos processus de la formation. L'avantage qu'elle a, c'est que elle permet de penser aujourd'hui un passage de cette nouvelle technologie qui est l'IA générative vers un mode business as usual, c'est-à-dire comment est-ce qu'on intègre de l'IA générative dans nos process à toutes les étapes finalement des dispositifs de formation. Et j'ajouterais que pour tous les publics, puisque cette matrice-là, et la raison pour laquelle on a ajouté la lettre M, c'est pour représenter finalement ou pour englober une population un profil, une persona de responsable de formation. Peut-être que l'analyse, ça dépend des entreprises, mais l'analyse, ça sera plutôt un chef de projet formation, un digital learning manager. Peut-être que le développement, ça sera plus centré sur l'ingénieur pédagogique, l'implémentation, l'évaluation sur les opérations. Donc vraiment, en fait, cette matrice processuelle intègre une diversité de profils de la fonction learning et développement et est centrée sur nos processus, entre guillemets, nous, learning et développement, nous, direction formation, pour nous permettre de penser ce passage à l'échelle ou cette intégration de cette technologie dans le business as usual. Voilà, c'est une petite précision que je voulais rajouter. Merci Florent. En effet, ça nous semble essentiel d'aider aussi à structurer l'espace des possibles en termes d'utilisation, parce qu'il y a tellement de choses. Vous le voyez, on commence par les cas d'usage avant de parler des outils. Vous retrouverez des outils dans le livre blanc, mais ça permet également de générer du sens, c'est-à-dire en classant, en structurant nos différents cas d'usage. Donc, en effet, pour l'analyse, peut-être vous citer 3 cas d'usage qu'on a lancés chez nous. Le premier est intéressant. Il est lié à un projet que nous avons de transformation des ressources humaines en matière de compétences. En fait, on travaille à tenter de mieux relier nos formations aux compétences des salariés. L'idée, vous en doutez, c'est de renforcer la mobilité interne. Et on a utilisé certaines solutions d'IA, c'est en cours, en particulier pour déterminer automatiquement les compétences dans nos fiches de programme de formation. Donc, en gros, on a réalisé des prompts qui ont permis, en injectant nos fiches formation dans un GPT, en fait, trusted, au niveau du groupe, donc sécurisé. Et les résultats sont assez exceptionnels à partir du moment, évidemment, où le prompt est bien préparé. Et ça nous est extrêmement utile parce que pour faire la jonction entre les compétences des emplois et les compétences des formations, il y a ce préalable de détermination des compétences dans les fiches programmes. Vous le savez, une fiche programme formation, en général, est plutôt exprimée en termes d'objectifs pédagogiques. Donc ça, c'est une expérimentation très importante pour nous qui va alimenter ensuite le système central que nous utilisons pour la gestion des compétences dans notre écosystème de learning. Et c'est un sujet sur lequel donc, on pense que l'IA peut avoir un apport considérable, en particulier pour les problématiques de maintenabilité des référentiels de compétences. C'est l'éternel problème, c'est la maintenabilité. C'est la partie maintien en conditions opérationnelles des référentiels de compétences. Donc ça, c'est une illustration de ce que l'on peut faire un peu sur le plan de la veille dans le domaine des compétences et de leur relation soit aux formations, soit aux emplois. Deuxième activité qui pour nous est intéressante, c'est la consolidation des données, c'est-à-dire des synthèses documentaires. On fait énormément de synthèses documentaires, y compris d'ailleurs maintenant avec des documents, y compris des images. Il y a en fait, par exemple dans ChatGPT, un OCR intégré. Je ne sais pas si vous l'avez vu, vous rentrez une image avec des textes à l'intérieur, par exemple des travaux qui ont été préalablement numérisés, d'anciens textes. L'OCR va permettre l'extraction et la traduction immédiate des textes. Donc ça, en termes d'analyse amont et je dirais de captation de données pour préparer nos programmes, c'est vraiment génial.
Enfin, dernière illustration en analyse vraiment précieuse, cette fois dans le domaine de l'analyse des parties prenantes, c'est la création de personas dans le cadre de la mise en place d'analyse de commandes clients et de programmes de formation. En promptant bien, on arrive à déterminer des personas sur, je dirais, les interfaces, les parties prenantes clés auxquelles on va faire face pendant et après, je dirais, la réalisation du programme de formation, tout au long également. Et ça, c'est un allié considérable. Là encore, une fois de plus, à partir du moment où, évidemment, les prompts sont bien faits. Donc, on voit en partie amont déjà toute la puissance que peut avoir un tel outillage. Dans le club, d'autres sont allés encore plus loin. Il y a également des rédactions de cahiers des charges, mais c'est une partie à ne pas négliger. On parle beaucoup souvent du développement. Et vous voyez qu'avec la vertu du processus ADI, c'est de nous rappeler qu'il y a également des cas d'usage dans des parties plus amont, comme l'analyse, et on le verra tout à l'heure, plus aval, comme l'évaluation. Voilà pour l'analyse. Thierry, Florent, je propose peut-être d'aller sur le design, si ça vous convient. Oui, et puis je prendrai, pour info, je prendrai quelques questions dans 3-4 minutes, une fois que vous aurez déjà défini, partagé sur le design et le développement. Continuez à poser vos questions dans le chat. Avec plaisir. Alors, sur la phase de design, et puis Florent va compléter après, en rentrant dans le cœur, c'est-à-dire on en parlait à l'instant, la phase de développement. Il y a beaucoup d'applications déjà lancées dans les membres du club. La première, évidemment, c'est les travaux sur les objectifs pédagogiques, la détermination des objectifs pédagogiques, par exemple en s'appuyant sur la taxonomie de Bloom, ou encore, bien évidemment, tout ce qui va être production de la charpente d'un programme de formation. Dans notre cas, on a utilisé, on avait un projet, un autre projet, où on est passé à ce qu'on appelle en événementialisation de la formation, c'est-à-dire qu'on achète désormais les contenus digitaux sur des périodes limitées et on va cadencer la parution du programme sur un temps précis, par exemple 3 mois, dans le portail du digital de l'entreprise. Et donc, ça veut dire qu'il faut être très bon en communication, puisque c'est valable 3 mois pour générer de la désirabilité, peut-être même un sentiment de rareté. Et c'est pourquoi il faut un plan de communication particulièrement précis. Donc, on a travaillé notre communication avec ce type d'outils liés à l'IA. Et une chose qu'on a faite utile, très utile, c'est toute l'accroche, en fait, les titres d'accroche communicationnels qui ont ensuite été relayés dans les réseaux entreprises pour attirer les apprenants, les apprenantes. Il s'agissait en fait de notre parcours entreprise apprenante, sur lequel on a capté actuellement 5000 personnes. Et la génération des titres accrocheurs, c'est quelque chose qui marche très très bien, soutenu par l'IA. Et puis surtout, la partie graphique, on a utilisé certains GPT. Vous avez vu que dans la partie chat GPT, il y a maintenant des GPTs. Et on a travaillé avec, par exemple, Logo Creator, qui nous a permis de travailler nos logos immédiatement disponibles ensuite pendant cette campagne communicationnelle de 3 mois. Et ça, j'avoue que ça nous a vraiment rendu service, sachant que c'est une campagne limitée dans le temps et qu'il fallait vraiment la cadencer avant, pendant et après. Et là-dessus, l'IA a eu un rôle, je dirais, somme toute, assez considérable. Voilà pour ces quelques illustrations. Enfin, on a marqué avec le club la cytographie. On est nombreux à utiliser également ChatGPT pour faire des synthèses d'articles ou des liaisons à des sites sur lesquels on trouve des articles intéressants. Et on peut le faire en simultané, c'est-à-dire en faisant analyser plusieurs URL simultanément avec les synthèses qu'ensuite on peut reverser dans nos programmes de formation. Ça, c'est pareil, c'est extrêmement précieux. Voilà, je passe la main à Florent, qui, je pense, va rentrer dans le réacteur. Oui, merci Jean-Roch. A priori, vous voyez apparaître développement maintenant. On va prendre quelques minutes, Florent, avec toi sur quelques exemples de développement. Et puis après, je relayerai 2-3 questions. On fera une petite pause, je relayerai 2-3 questions qui sont apparues dans le chat. Oui, alors comme le disait Jean-Roch, la partie développement, la partie production de contenu pédagogique, c'est le cœur du réacteur, c'est-à-dire que c'est l'utilisation la plus évidente, ou en tout cas la première qu'on puisse se faire des outils d'IA générative. Pourquoi ? Parce que par la nature même des technologies, l'IA générative nous permet de créer en multimodal. De texte, on passe à de l'image on passe à de la vidéo, du texte à de la vidéo et vice-versa.
Donc, de manière assez évidente, finalement, le développement, on a beaucoup montré, et les entreprises du club Learning Activist utilisent beaucoup des outils pour produire des ressources pédagogiques digitales, le plus souvent via des outils d'IA générative. On peut penser à finalement tout ce qui est images. On peut penser à ce qui est vidéo également, avec des outils qui permettent de créer directement de la vidéo. On peut penser à tout ce qui est podcast aussi, et la génération de podcasts assistés par IA générative. C'est quelque chose qui permet d'aller plus vite et de produire un résultat très, très professionnel. On pense aussi finalement à du quiz, à des textes de quiz. Un quiz, c'est long à produire en temps normal. Avec un outil comme ChatGPT, on peut gagner énormément de temps sur la production de quiz à choix multiples qui soient assez complexes, c'est-à-dire où l'apprenant est voilà, à réfléchir pour faire le bon choix. Synthèse vocale, la synthèse vocale, c'est un cas très parlant. La synthèse vocale, traduction et localisation, j'ajouterais que c'est très utilisé parmi les entreprises du club, surtout parmi les entreprises internationales, parce que ça nous fait gagner énormément de temps sur la mise en la mise en musique, j'allais dire, de texte pour illustrer un module de formation. Soit dans une langue, soit en multilingue. Et il est vrai que des outils comme par exemple Eleven Lab, pour citer que vous retrouverez les outils dans le livre blanc, mais font gagner un temps considérable pour la formation. En termes de temps gagné, on parle souvent de productivité ou de gain de productivité. Ce que nous, on a constaté en tout cas chez MBDA sur la création d'un module de formation de A à Z, c'est un vrai changement d'unité. On passe de 3 mois à 3 semaines pour la création d'un module de formation complet qui intègre à la fois un scénario pédagogique, la création d'un scénario pédagogique, du quiz, de l'image, du son, et même on a fait créer un module de formation avec une mise en situation à 360 degrés pour engager l'apprenant à travers une chasse au risque. Donc c'est ce qu'on a commencé à faire. L'avatarisation aussi très utilisée parmi le principe d'avatarisation parmi les entreprises du club, avec Synthesia qui n'est plus le seul en tout cas sur le marché, mais en tout cas qui a été l'un des premiers, qui permet d'aller beaucoup plus vite sur la création de contenu ainsi que la traduction et la localisation. Mais qui permet aussi, et c'est la façon dont on va l'intégrer progressivement chez nous et dont c'est intégré dans d'autres entreprises, de laisser la main à des formateurs ou des experts métiers pour créer eux-mêmes rapidement leur contenu de formation. Donc il y a une visée aussi d'entreprises apprenantes ou en tout cas de création décentralisée de contenu grâce à des outils qui intègrent de l'intelligence artificielle générative. Et puis, dernier cas, toute la partie agent conversationnel finalement, scénarisation, où on peut confronter des savoirs grâce à la création ou l'intégration d'API d'IA générative dans des modules de formation, dans des ressources de formation qui permettent de finalement s'exercer sur un cas pratique, de monter en compétences. Je rajouterais à ce cœur du réacteur certaines limites aussi qui ont été évoquées par certains des membres du club concernant la mise à l'échelle. Beaucoup d'outils sur le marché, énormément d'outils qui naissent, qui meurent, qui fusionnent. La question se pose néanmoins sur les coûts que ça engendre, parce qu'on a vu certains outils que je ne vais pas citer ici fleurir sur le marché parce qu'ils permettaient de traduire ou de faire parler des personnes filmées dans une langue ou dans une autre, et finalement en creusant sur une mise à l'échelle, ils passent pas le test, c'est-à-dire que les coûts sont démesurés par rapport à l'utilisation qui peut en être faite. Donc attention aux outils, c'est pour ça qu'on les a pas mis en avant ici. Il y en a beaucoup sur le développement. On fournit une base qui sera bien sûr mise à jour, mais qui donne une indication. Voilà pour la partie développement. Pour la partie avant de passer peut-être... Ah oui, pardon, c'est des questions. Si tu veux bien, Florent, avant de passer
parce que j'ai quelques questions qui ont fleuri, comme les outils, dans le chat. Donc, je vais prendre 5 minutes pour interagir. Là, il y a des questions sur les prompts, évidemment, avec deux sous-questions. Une question, c'est comment vous avez formé, avez-vous, et comment vous avez formé les équipes, en fait, sur la rédaction de prompts efficaces, et même la possibilité de partager, Jean, que tu parlais tout à l'heure du matching entre compétences et catalogue formation. Est-ce qu'il y a des exemples que tu pourrais partager de prompts? Oui, c'est une très bonne question. Alors d'abord sur la formation, parce que dans notre stratégie de déploiement, on a eu vraiment 3 temps forts. On en parlait récemment là, avec Florent, puisqu'on vient de lancer une cellule de veille. Le premier, c'est quand même de se former. Ce temps fort de formation, on a travaillé avec mes collègues qui également suivent tout ce qui se passe au niveau de la mutation des métiers avec l'IA, à monter un certain nombre de programmes après nous être formés nous-mêmes. Donc nous avons en effet, dans ce temps 1, mis en place des modules sur l'art du prompt, modules complétés d'ailleurs par des webinaires ou des masterclass de partage des meilleures pratiques, puisque le groupe Safran déploie par progressivité en fait le fameux GPT Trusted, d'abord 1000 personnes, puis 5000, pour voir ce que ça donne en termes d'usage dans les métiers. Je pense que c'est une bonne approche de l'entreprise. Donc en effet, on a ces cours d'appui. Un deuxième temps très important pour nous, ça a été la rationalisation des solutions. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, parce qu'on était perdu avec la quantité de matière et des outils. Et enfin, le troisième temps, c'est comment se maintenir, je dirais, en compétence quand on voit la vitesse à laquelle ça va. Et en effet, ce qu'on essaye de faire au fur et à mesure qu'on progresse, puisqu'on avance pas à pas, bien sûr, on apprend en marchant, c'est qu'on essaye de stocker les meilleures pratiques. Donc, nous avons en effet, par exemple, sur les prompts formation, je pense que je pourrais vous les partager, des prompts qu'on a mis en place et qu'on enseigne dans un cours qu'on a lancé il y a maintenant quelques mois, Découvrir et pratiquer l'IA générative en formation, qui est ouvert à l'ensemble en fait des hommes et des femmes du groupe impliqués dans la formation, qu'on distribue désormais également à l'international, et où on va passer en revue en détail les cas retenus par le groupe, les outils retenus par le groupe, et évidemment les prompts et les façons de s'y prendre. Et on s'appuie d'ailleurs également sur le MADI. On a pris, comme le disait Florent, c'est intéressant d'un point de vue processuel, on a pris le MADI comme point d'ancrage pour former les acteurs et les actrices de la formation dans le groupe. Donc oui, la réponse, je pourrais vous partager ces quelques exemples de prompts. Ce n'est pas du tout exhaustif car ça avance très vite. Et donc c'est pour ça qu'on a créé vraiment ce principe de communauté. Et on travaille, on œuvre ensemble, je dirais, à la développer chaque jour. Je ne sais pas si Florent, tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Non, pas sur la partie prompt. Je pense qu'il y a d'autres questions qui... Alors, il y avait une question. Alors, j'ai envie de regrouper 2 questions parce que ce que tu as dit, Florent, sur passer de 3 mois à 3 semaines intrigue en disant mais de quel type de solution parle-t-on pour passer de 3 mois à 3 semaines? Et je fais le lien avec une autre question qui a été posée sur peut-être un exemple concret d'une formation construite en utilisant l'IA générative qui a peut-être permis justement de raccourcir sensiblement les délais. Alors nous, en fait, on l'a constaté parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle de productivité, on est un peu perdu entre ce que nous disent les cabinets de conseil, BCG et autres. On a du 15, 20, 30% pour la RH. Bon, j'ai entendu un peu tout. Et finalement, un des choix qu'on a décidé de faire chez MBDA, c'est de se dire, on va tester et on va mesurer. Pour voir combien de temps effectivement ça nous fait gagner. Et on a fait le test sur un module de formation sur un POC en fait, avec un scénario fait sur ChatGPT, des quiz sur ChatGPT, des générations d'images sur Midjourney, du son sur Eleven Labs, et finalement on a concaténé le tout une fois que l'ensemble avait été créé, généré par un ingénieur pédagogique. Et on a vraiment constaté un module complet. Donc c'est pas un module de type Synthesia, en fait, c'est pas seulement un module de type vidéo ici, où là on peut encore raccourcir ces délais-là. On est sur un changement d'unité, à mon avis, qui est de 3 semaines à peut-être 3 jours ou même moins. On est sur un module complet storyline de 15 à 20 minutes qui intègre vraiment une richesse un vrai petit voyage d'apprentissage qui intègre du quiz, de la vidéo, du son pour guider l'apprenant. Donc quelque chose de très concret et des gains mesurables en fait. C'est pour ça qu'on l'a fait sur cette partie développement. Jean-Roch, est-ce que tu penses à un exemple concret de formation
Alors, nous, les liens développés avec l'IA générative? Alors nous, en fait, la première qu'on a développée avec, c'est découvrir et pratiquer l'IA générative en formation. En fait, pour être congruent d'ailleurs avec le discours tenu. Il y a une question d'ailleurs que j'ai vue qui est très importante, hein, c'est la part qui reste à l'humain dans tout ce processus. Évidemment que il faut passer derrière les premiers résultats suggérés entre guillemets par l'IA. Typiquement, nous avons, je l'ai pas mentionné pour le développement, la joie d'avoir une plateforme dans laquelle l'IA est directement intégrée, c'est-à-dire un LXP dans lequel les fonctionnalités nous sont accessibles sans avoir de problématiques à nouveau de sécurité, parce que c'est en vase clos. Et évidemment, il y a ce qu'on appelle des suggestions, par exemple la création assistée de quiz. Mais pour l'avoir testé, on repasse généralement sur la première génération de quiz pour affûter ce qu'on appelle les alternatives. Lorsque, par exemple, l'IA propose des alternatives trop discriminantes, ça veut dire quelque chose de trop simple, on peut repasser derrière, par exemple, pour avoir des alternatives plus proches, ce qui va obliger l'apprenant ou l'apprenante à se creuser un peu la tête avant de décider finalement quelle alternative il ou elle va retenir. C'est la même chose, vous avez posé une question importante également sur les compétences. Le problème que l'IA regarde derrière et pas devant. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec plusieurs partenaires et on a également des garants métiers qui viennent également contrôler les compétences afférentes aux emplois. C'est-à-dire que l'IA vient en soutien, mais il reste une part humaine. On n'a pas encore vraiment d'abac de charge. Le projet a été lancé au mois de janvier. On travaille sur plusieurs métiers. Ce qu'on a vu, c'est que selon les métiers, c'est plus ou moins bon. Et évidemment, il faut quand même que la patte des garants métiers passe derrière, comme la patte des formateurs et formatrices passe derrière les déterminations des compétences afférentes aux fiches catalogues. Donc, il y a évidemment une part humaine qui, pour nous, reste fondamentale de qualification en fait des résultats proposés, les premières ébauches proposées par l'IA. Donc, dans votre expérience et dans l'expérience des membres du club, on est plus sur gagner du temps, l'augmentation des équipes learning, l'ouvrir des possibilités, mais avec une dimension humaine qui reste importante, d'une part dans l'équipe formation, d'autre part dans les subject matter experts pour assurer effectivement la qualité des modules. Oui, et puis je voudrais répondre à une autre question très importante qui pose un peu la question des futurs départements de formation, c'est-à-dire de quoi va-t-on avoir besoin dans les départements de formation? Ça, c'est une vraie question. Nous, on travaille là-dessus. On a créé un référentiel de compétences à l'ère digitale collectif. J'insiste là-dessus, c'est-à-dire qu'il faut penser équipe et pas seulement individu. Et on se prépare, on travaille sur à peu près une douzaine de compétences dites critiques en équipe apprenante, parce que ça, c'est une vraie question aussi. C'est de quoi aura-t-on besoin demain? Et c'est vrai que ce référentiel a un avantage, c'est qu'il nous permettra de meilleurs recrutements, en tout cas à date, parce que ça va très vite, de meilleurs recrutements en comblant d'éventuels vides qu'on aurait explicités en construisant, il y a maintenant 1 an, ce référentiel de compétences à l'ère digitale de l'université, donc qui couvre les compétences d'une vingtaine de personnes ici à Massy-Palaiseau. Donc ça, c'est une vraie question aussi sur laquelle on travaille. Comment mieux cadrer tout ça pour demain avoir les bonnes compétences à l'intérieur, évidemment en misant aussi sur les hommes et les femmes qui sont déjà dans le département, donc quelque part en faisant un travail de montée en compétences, mais on voit aussi qu'il va peut-être falloir demain d'autres compétences qu'on n'a pas encore à l'intérieur pour justement que le département reste au top en matière de pilotage d'innovation et en particulier d'IA vis-à-vis des métiers qui eux aussi se munissent et nous challenge tous les jours. C'est la fameuse longueur d'avance chère à Thierry et à Peter Senge. Alors, je vais faire peut-être une pause sur les questions que vous avez posées pour repasser la parole à Florence sur les 2 étapes, implémentation et évaluation, pour partager d'autres cas d'usage. Je reviens aux questions après. Ça va. Ouais, merci Thierry. Donc l'implémentation, c'est finalement la partie des opérations. Et la question, c'est souvent la partie qui est oubliée d'ailleurs dans les départements en formation. Et on voulait vraiment se poser la question de comment l'intégration des outils via génératif peut nous permettre de gagner du temps, aussi à quelle problématique ça nous permet de répondre pour des parties opérations. Et finalement, je développerai les cas d'usage, je les structurerai en 2 parties. La première, finalement, c'est un gain de temps ou une homogénéisation de tout ce qui va être relance, email,
invitation à des sessions de formation du service formation vers les apprenants. Donc, comment est-ce qu'on peut créer finalement ces points de contact-là, générer ces points de contact-là, générer ce texte plus facilement, plus rapidement et de manière plus homogène souvent qu'en le faisant à la main. Donc vraiment gain de temps, homogénéisation sur cette partie d'invitation, de rappel. Et même aussi certains ont rappelé l'organisation, l'optimisation des plannings de formation, des sessions de formation dans un planning. C'est quelque chose qui est permis que nous permet de faire ChatGPT par exemple ou d'autres GPT internes d'à partir de l'optimisation de planning sur des salles, sur des formateurs internes ou sur une plateforme de formation. Et puis l'autre vrai avantage, ou en tout cas l'autre grande famille de cas d'usage, va concerner tout ce qui est marketing et communication de la formation. On a parlé tout à l'heure de l'avatarisation. L'avatarisation de contenu ou la création de contenu qui utilise des avatars peut aussi être utilisée ou remonte en tout cas comme un cas d'usage qui est utilisé pour le marketing de la formation plutôt que de diffuser des plans de formation, des fiches de cours, vous savez, papier avec une structure assez récurrente. On peut, et certaines entreprises du club le font, générer des courtes vidéos qui présentent les grandes lignes, les objectifs pédagogiques des dispositifs qu'ils mettent à disposition des collaborateurs pour les rendre plus dynamiques finalement que des fiches en PDF. Donc teasing, marketing de la formation, rationalisation, homogénéisation de toutes les sorties en termes de communication finalement pour les apprenants. Voilà sur la partie implémentation. Et puis, je terminerai par l'évaluation. L'évaluation, c'est aussi une partie ou en tout cas une étape dont on parle assez peu, à tort à mon avis, puisque on pense que l'avenir finalement des directions formation va être fortement structuré par la data et l'analyse de la data. L'intelligence artificielle générative nous permet d'analyser de manière beaucoup plus rapide, pertinente et efficace un corpus de data. Pour autant, et je rajouterai une nuance qui est importante, pour autant que les outils qu'on utilise soient des outils sécurisés, puisque les en tout cas les données de la formation sont des données RH, c'est des données du personnel, il y a une dimension RGPD importante, donc en tout cas, ceux qui le font ne le font pas sur des outils grand public. Et ça, il faut absolument le mentionner. Ça peut nous faire gagner du temps. Ça fait gagner du temps en direction formation pour l'analyse, la création de graphiques, par exemple, et même la visualisation de données. Mais attention à cette dimension de sécurisation des outils. Donc, compilation, synthèse des données, parfois aussi des évaluations et du verbatim post-formation, des évaluations à chaud, à froid. On sait que la formation produit énormément de données qu'on peut et souvent qu'on n'analyse pas ou qu'on prend pas le temps d'analyser. L'IA nous permet, à travers un corpus qualitatif de données, de nous faire remonter des points communs sur telle session de formation, sur tel ensemble ou sur un catalogue de formation, sur les retours des apprenants pour consolider finalement une vue réflexive sur la vision qu'ont les apprenants des dispositifs de formation qui sont déployés. Voilà pour la partie évaluation. Peut-être compléter juste un sujet sur lequel on travaille qui me semble très, très prometteur. On a un projet qu'on a appelé formation situationnelle. C'est vrai que ce qu'on pense être pertinent avec l'IA en particulier, c'est une contextualisation plus forte, c'est-à-dire qu'on se rapproche un cran plus avant de la réalité terrain. Et on est en train de travailler à mettre en place un outil auteur, puisque nous, on a une approche très, démocratique de production internalisée de contenus digitaux chez Safran. Donc, on aimerait mettre en place un outil auteur avec notre partenaire qui nous permettrait de programmer nous-mêmes nos agents conversationnels. Et ce qui nous intéresse vraiment là, dans un principe en fait d'évaluation,
qui pourrait être par exemple formative, c'est de pouvoir avoir des blocs, de nouveaux blocs de learning dans nos voyages d'apprentissage qui permettent vraiment ce que Florent mentionnait tout à l'heure, c'est-à-dire une confrontation des savoirs. On revient un peu dans le cadran apprenant de la matrice de Dave Ulrich, en se confrontant à une situation proche de la réalité, en tout cas plus proche de la réalité par un principe de contextualisation, mais aussi de personnalisation. Par exemple, lors d'un parcours, après avoir acquis quelques fondamentaux, on pourrait imaginer une confrontation entre un collègue manager et un faux collaborateur qui vient avec un problème de gestion de priorité. L'IA apporte vraiment, là, ouvre une porte. On en parlait au précédent Learning Tech, une porte de personnalisation, une promesse que n'avaient pas vraiment tenue les e-learning et à laquelle là on croit très fort, c'est la contextualisation et la personnalisation, avec évidemment un bilan post-entretien qui permet vraiment de se rapprocher d'ailleurs un peu de la FEST, c'est-à-dire une phase réflexive, qui là nous semble extrêmement intéressant dans cette promesse que nous amène l'IA. Et donc on travaille à la mise en place de ce type d'outil auteur qui permettrait de nous en emparer et comme pour les autres outils que nous avons en boîte, en magasin, de pouvoir désormais travailler ce type de situation. On avait préalablement testé ce qu'on appelait les conversations simulées, mais avec une approche peut-être un peu moins pertinente. Là, on pense qu'on a vraiment un boulevard sur ce sujet-là. Et donc, moi, je crois personnellement, pour la partie évaluation, quel que soit son positionnement dans les parcours de formation, au très fort potentiel de l'IA dans cette partie confrontation des savoirs. Voilà ce que je voulais juste ajouter. Et je crois, Thierry, qu'il nous reste un petit complément sur le Voyage, M. peut-être, puisque tu parlais notamment des cellules de veille pour mieux piloter encore les projets de formation. Oui, c'est le temps 3. Vous vous souvenez donc tout à l'heure, se former, formation, premier temps de notre stratégie de déploiement. Deuxième temps, rationalisation des outils et des solutions. Troisième temps, c'est le maintien en compétences. Donc, on vient avec Florent et d'autres entreprises et un partenaire de lancer une cellule de veille dynamique dont l'objectif vraiment très simplement, c'est de nous maintenir à flot parce qu'on s'est formé il y a quelques mois, on sait que ça va encore bouger, on ne peut pas se reformer chaque fois, de nous maintenir à flot en matière d'information, de nouveautés, de tendances, pour qu'on ne se noie pas également dans la masse des outils. Je crois que l'un d'entre vous a posé une question importante, c'est aussi le modèle financier de tout ça. Et ça, pour nous, ça nous semble extrêmement important. Donc, cette cellule vient juste de prendre son envol et on considère qu'elle fait un peu partie du M de Manage qu'avait proposé Florent avec ce MADI. Comment se tenir au fait, se tenir à flot. Il y avait effectivement, en rebondissant, une question sur les outils, à la fois, je ne sais pas si je la repose, si vous avez des réactions l'un ou l'autre par rapport à ça, sur les problèmes potentiels de propriété intellectuelle que ça peut poser, d'une part, et d'autre part, sur, comme tu l'évoquais, Jean-Roch, tout de suite, l'impact sur les coûts, notamment les coûts de serveur, quand on utilise encore plus peut-être la vidéo, les avatars, etc. Est-ce que vous avez déjà des éléments d'expérimentation sur ces deux points ? Oui, alors j'ai beaucoup de questions sur la propriété intellectuelle des médias qui sont générés par des outils d'IA générative. Aujourd'hui, on est dans une zone grise qui l'est de moins en moins. Néanmoins, elle est toujours un peu grise, c'est-à-dire que selon la législation en vigueur aujourd'hui, les productions faites par des IA génératives ne sont pas soumises à la propriété intellectuelle, sont libres de droit et donc peuvent être utilisées de la façon qu'on souhaite ou que les entreprises souhaitent. Ça risque peut-être de changer dans les jeux, dans la création de législation au niveau européen, mondial et peut-être même française demain, qui seront faites sur l'intelligence artificielle générative. Mais pour autant, pour aujourd'hui, c'est libre de droit. C'est des réflexions de toute façon qu'il va falloir pousser dans les mois qui viennent. Pour l'instant, on apprend vraiment en marchant, mais il y a toute une considération base arrière à avoir et à développer. En tout cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment une rationalisation des outils et mettre du sens sur ce que nous faisons, au risque sinon de virer dans un mouvement purement technophile, qui est quand même uniquement le moyen et certainement pas la fin de ce que l'on fait en pédagogie. Une question qui avait été posée, je trouvais assez intéressante, si vous avez déjà des remontées d'apprenants qui ont bénéficié de programmes designés ou développés ou implémentés avec l'IA générative. Est-ce qu'il y a des retours déjà, peut-être un peu tôt, mais des retours déjà et des différences observées avec les programmes précédents ?
Dans celui que nous, on déploie depuis quelques mois, découvrir et pratiquer l'IA générative en formation, je dirais qu'on voulait quelque chose de congruent, c'est-à-dire qu'on le fasse également avec les outils pour incarner ce que l'on dit. On n'a pas forcément il me semble-t-il, de retour différencié sur le fait qu'on les fait ou pas avec de l'IA. Je crois que le plus important, c'est qu'il reste une patte humaine. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, une fois de plus, pour nous, l'IA, c'est un allié, mais c'est surtout pas une fin en soi. Tant que la patte humaine est là et que le sens est là, je dirais que l'apprenant s'en fout un peu de savoir comment on a fabriqué les choses, selon moi. Ouais, je suis d'accord avec ce point-là. Finalement, c'est notre cuisine interne, ou c'est la cuisine interne des directions formation, la façon dont les ressources de formation sont créées. Pour autant, moi, j'ai eu des très bons retours des apprenants sur des modules qui ont été soit mis en POC et fait valider, enfin montrer à des apprenants. Pourquoi? Parce que l'IA nous permet d'aller plus vite. Et ce faisant, elle réduit le temps de conception de production. Ce faisant, en fait, on est plus proche du point de besoin, ou en tout cas du juste besoin, qu'une production, entre guillemets, dite traditionnelle. Donc, on va pouvoir répondre à un besoin des apprenants plus rapidement, ce qui va générer plus de satisfaction. Après, en termes de visuel, de scénarisation, il y a pas de comparaison. Mais ce que je rajouterais aussi, c'est que les apprenants potentiellement peuvent être intéressés par les différentes modalités pédagogiques qu'on va inclure dans des ressources de formation digitales. Par exemple, sur un des modules qu'on a fait, on a intégré directement, en tout cas sur un test, une API de ChatGPT directement dans un module qui permet à l'apprenant de poser des questions sur un cas réel et donc d'être actif finalement de son module de formation, de son voyage d'apprentissage sur un module et non plus seulement passif ou à regarder des écrans et à peut-être répondre à des quiz à la fin de manière traditionnelle. Ça permet l'effet de surprise, ça permet l'engagement et ça permet d'aller plus vite. Donc pour l'instant, les retours qu'on a au dispositif fait ou que les entreprises ont est plutôt positif. Oui. Je prends deux questions qui sont un petit peu liées sur la co-construction ou des apprenants sur des programmes ou je trouve que c'est une question un petit peu liée sur la mise en situation où l'apprenant peut converser avec l'IA et donc personnaliser son parcours. Donc un peu de cette idée de co-construction avec l'apprenant puisse co-construire son parcours. Est-ce que vous avez des points de vue ou des expérimentations dans ce domaine? Alors, nous, en tout cas, sur le cours qu'on a lancé, il y a bien un principe de co-construction, c'est-à-dire surtout de partage et de mise en pratique des outils qu'on a retenus, nous, parce qu'il y en a plein. Donc, en effet, on a voulu un cours très, très pratico-pratique, parce que le cours rentre dans notre stratégie, en fait, de production internalisée de contenus digitaux de formation, c'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment une stratégie d'autonomisation et de professionnalisation de l'ensemble des acteurs et actrices de la formation. Pour vous donner un cas, il y a à peu près 400 auteurs-autrices dans notre portail du digital. Les applications, les fonctionnalités IA qui arrivent à bord ont donné lieu à la mise en place d'une communauté de praticiens et praticiennes qui est animée régulièrement pour évidemment qu'on co-construise les savoirs ensemble. On le fait déjà et donc il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas avec ces nouveaux outils-là. Pour revenir aussi à la question sur la confrontation, oui, c'est ce que je disais. On a testé les conversations simulées, qui est une première approche où en fait, en fonction de la façon dont l'apprenant va répondre, on va avoir une réponse différenciée. C'est une technologie qui existait avant, entre guillemets, le Big Bang, qui nous semble moins élaborée, cela dit, que ce qu'on peut faire désormais avec, par exemple, les GPTs, les agents conversationnels. C'est pour ça qu'on aimerait vraiment, on rêverait, nous, d'un outil auteur sur lequel on va travailler cet automne pour vraiment programmer nous-mêmes ces agents. Et on aura évidemment des confrontations avec les apprenants, apprenantes, et ce sera testé évidemment avec les garants métiers pour vérifier que les scénarisations sont correctes. Et surtout, pour que ce soit vraiment de la formation et pas un gadget, que les socles de compétences afférents au test soient bien mis en position, parce que c'est ce qu'on a fait avec les conversations simulées. Il y avait un socle de compétences à l'arrivée avec un bilan. Et évidemment, il faut une intention au départ, c'est-à-dire qu'il faut exprimer le module en objectif pédagogique, bien évidemment. Je rebondis sur cette question de compétences, Jean-Roch, puisque tu l'évoquais tout à l'heure sur les compétences nécessaires dans les équipes formation. Donc, je sais que tu es un adepte de l'esprit critique. Est-ce que l'utilisation de l'IA générative plus dans le business as usual, comme disait Florent, est-ce qu'il y a une ou deux compétences qui vous semblent à l'un ou l'autre importantes à intégrer dans les équipes formation pour utiliser efficacement et positivement l'IA générative?
Laurent, comme tu veux, si tu veux dire. Oui, on a parlé d'esprit critique, ça reste la compétence la plus importante, parce que même si les ressources de formation sont assistées par intelligence artificielle, pour autant, il faut pas le prendre comme une vérité ou comme la vérité, et avoir un second regard ou un troisième regard, un regard un peu en hauteur sur la pertinence des informations qui sont générées. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, qui rejoint le référentiel digital dont Jean-Roch a parlé, c'est finalement qu'en faisant le test de création d'un module de bout en bout par des intelligences artificielles génératives, on s'est rendu compte d'un gain de temps, d'un gain de productivité, mais également d'un changement complet de compétences nécessaires à créer, pour pouvoir créer des modules, des ressources de formation et générer des parcours de formation demain avec de l'IA générative. On est moins sur du rédactionnel, on est plus sur de la connaissance d'outils, on est plus sur une veille technique, on est plus sur une intégration des productions des IA génératives, sur l'esprit critique, et sur aussi une certaine forme de créativité pour pouvoir avoir déjà l'idée ou avoir en tête la destination avant de faire le voyage finalement. Et c'est ça qui est intéressant avec ce test qu'on a fait, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on allait devoir faire monter en compétence l'ensemble des acteurs sur des compétences qu'ils n'avaient pas ou peu aujourd'hui pour intégrer cette technologie. Enfin, l'effet de cette technologie sur les compétences des directions formation est très forte en tout cas. Parmi, il y a encore quelques questions, je vais en prendre une et puis je vous montrerai quelques éléments du livre blanc pour celles et ceux qui veulent partir. On pourra prendre à la fin encore une ou deux questions, mais il y a une question, je trouve, importante autour de l'impact environnemental de ces solutions. Et la personne qui indique la question montre que Google a vu son impact environnemental en termes de gaz à effet de serre augmenter très sensiblement avec l'utilisation de l'IA générative. Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez au-delà de la dimension coût qu'on a évoquée ou de la dimension propriété intellectuelle? Est-ce qu'il n'y a pas cette dimension aussi impact environnemental qu'il est important de regarder? Ça évoque pour moi le club en fait qu'on a créé sur la partie avec Paul-Henri Fallour de Schneider sur la partie sustainabilité de la formation. C'est un sujet très important parce que pendant longtemps on ne l'a pas du tout regardé. Bon, aujourd'hui évidemment on est milieu de gué, les choses avancent progressivement, il y a encore très fort à faire, mais c'est un sujet qui va aller crescendo quand on sait ce que par exemple coûte j'étais sur une conférence il n'y a pas longtemps avec AXA Climate School qui disait qu'apparemment la génération d'une image par la dalle qui dépend d'OpenAI, c'est une charge de mobile. Il y a vraiment une question de fond qui va monter en puissance au fur et à mesure que les processus et ces cas d'usage vont s'industrialiser et qui en effet concernent tout autant la formation que les autres métiers. C'est un point qui va devenir très important dans les mois et les années à venir. Merci. Je voudrais peut-être répondre à une question. Peut-être une dernière question que j'ai vue sur le marché du learning qui me semble très intéressante et importante, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment une galaxie de solutions, mais qui ne couvrent pas tout le processus, qui parfois même intersectent. C'est pourquoi notre réponse à nous, c'est aussi de miser sur les partenaires qu'on a déjà. Et si le partenaire ou les partenaires s'y mettent et qui sont déjà dans la galaxie de nos écosystèmes de learning, on partira plus volontiers avec eux pour justement, entre autres, cette raison-là, de rationalisation, et aussi pour les raisons de sécurité qui vont se poser, évidemment, si on doit rentrer un nouvel outil. Donc ça, je pense que les outils vont se rationaliser, évidemment, eux aussi, dans les mois, les années à venir, mais c'est une vraie question qu'on se pose également, c'est la problématique de la galaxie des outils. On ne peut pas en acheter 15, que ce soit pour des raisons de coût ou de cohérence ou de sécurité. Et donc, en effet, regardons aussi ce que nos partenaires historiques proposent. Plus la solution est intégrée et bout en bout, mieux on va se porter, nous, en matière de coût, de sécurité, etc. Merci. Je voudrais juste puisque je vois le temps qui passe, on pourra prendre encore quelques minutes pour celles et ceux qui ont encore le temps, mais juste vous dire que on vient de mettre dans le chat, j'espère que vous le voyez, le livre blanc, et certains d'entre vous l'ont peut-être déjà récupéré par d'autres voies. Claire Michaud l'avait également envoyé, mais juste pour vous donner la structure, je ne vais pas le détailler maintenant, mais il reprend en fait 4 éléments clés. D'une part, le contexte et rappelle la méthode MADI que l'on a évoquée en début
ce webinaire, mais surtout, elle présente de façon plus exhaustive l'ensemble des cas d'usage qui ont été expérimentés par les membres des entreprises du club Learning Activist. Donc, Florent, Jean-Roch, vous avez pris quelques exemples, quelques illustrations qui sont particulièrement intéressantes. Ce livre blanc reprend l'ensemble des cas d'usage qui ont été étudiés. Et puis également, il y a une annexe dans laquelle on reprend l'ensemble des outils qui ont été expérimentés. Il y a une ou deux questions que je n'ai pas relayées sur quels sont les outils. Donc, vous retrouvez dans le livre blanc les outils qui ont été expérimentés. Alors, je prends une précaution, c'est que, évidemment, nous n'avons pas expérimenté tous les outils qui existent. Donc, la liste qui est dans le livre blanc n'est pas une liste exhaustive des outils qui peuvent exister et de leur qualité par rapport au cas d'usage, mais uniquement les outils qui ont été expérimentés par les membres du club. Donc, vous allez retrouver dans le chat, donc vous pouvez le récupérer là, ce livre blanc qui va évidemment pouvoir évoluer avec le temps, puisque ce qu'on dit aujourd'hui, comment dire, sera en partie obsolète dans quelques mois, de plus en plus rapidement, comme vous l'avez dit. Je mettais enfin, je ne sais pas si vous voyez le slide, quelques conseils. On a évoqué des éléments tout à l'heure sur le prompt, évidemment, sur l'esprit critique, etc., sur la rationalisation des outils. Il y a peut-être d'autres éléments que vous voulez partager en conclusion, Jean-Roch ou Florent. Une question, je trouve, qui est intéressante aussi, parce que Florent, tu mentionnais notamment le raccourcissement des délais. Et une des questions portait sur les délais ou les temps de validation, notamment dans les grands groupes, lorsqu'on a des validations intermédiaires ou des validations finales à faire avec les bons stakeholders, parties prenantes du programme. Est-ce que vous avez une expérimentation déjà ou des choses sur le raccourcissement de ces délais de validation ? Alors moi, la question me fait un peu sourire parce que je rencontre très souvent ce problème-là aussi dans mon équipe, dans mon organisation, mais je pense qu'on le rencontre tous. C'est encore une question qui a trait à l'humain, en fait, j'ai envie de dire, c'est un problème humain. Et donc là, on est confronté un peu à deux échelles de temps, entre le temps de la technologie, le temps des validations humaines, où on a de plus en plus de choses à faire. Donc non, j'ai pas d'expérimentation. J'aimerais bien que l'IA puisse répondre à ce sujet-là, à ce problème-là qu'on a tous et qu'on rencontre tous, mais je ne pense pas que ce soit le cas encore. Oui, c'est pareil pour nous. Peut-être on arrive presque au bout, donc si vous avez un dernier message, dernier point sur lequel vous voudriez partager, Jean-Roch ou Florent, que vous n'avez pas. Je voulais juste dire un mot sur. Il y a une question très importante également sur l'agilité des partenaires historiques. C'est une vraie question. Celles et ceux qui finalement étaient là avant le Big Bang, je dirais que ça dépend vraiment de la visibilité qu'a le partenaire de sa roadmap et les moyens qu'il a ou pas de la mener très rapidement. Donc en effet, c'est un élément capital. En tout cas, en ce qui nous concerne, nos partenaires justement sont également choisis sur ce critère-là, c'est-à-dire leur roadmap et leur capacité à évoluer rapidement. C'est un élément central. Merci. Si vous voulez rajouter un point ou deux que vous n'avez pas encore dit par rapport aux questions posées ou par rapport aux conseils qui sont apparus à l'écran, si vous avez l'écran correspondant, Florent et Jean-Roch, n'hésitez pas avant de conclure. Pour moi, celui qui me laisse vraiment le plus important pour moi, c'est cette histoire de rationalisation des approches. Vous avez vu aujourd'hui qu'on n'a pas parlé d'outils en tant que tel ou presque. Je crois qu'il est vraiment important de conserver le sens et que le sens passe par une étude précise des cas d'utilisation pertinents pour vous, parce que chaque contexte entreprise est unique. Et à ajouter aussi qu'il faut bien connaître la charte, si elle existe, de l'entreprise dans laquelle on se trouve, pour savoir ce que l'on peut faire et ne pas faire, évidemment, en matière d'utilisation de l'IA. Ça commence par là et c'est un point central pour lequel nous, on a développé un module e-learning dédié à la présentation de cette charte à l'ensemble des collègues de l'entreprise. C'est pour moi un point également de départ. Merci Jean-Roch. Florent ? Et rationalisation, moi je rajouterais juste qui n'empêche pas non plus la curiosité et qui ne doit pas qui ne doit pas enserrer la curiosité et finalement de s'autoriser dans la mesure de la sécurité des données qu'on y met, certains tests, certains essais, erreurs. La technologie va de plus en plus vite, c'est important de se tromper plus que jamais aujourd'hui, mais de le faire en conscience. Voilà.
Merci. Alors, je vois beaucoup de mains ou d'applaudissements. Donc, merci à tous les deux de vos partages. Merci à toutes celles et ceux qui ont été présents et présentes. À nouveau, merci aux membres du club qui ont pu contribuer à formaliser ce livre blanc que vous pouvez trouver, donc télécharger dans le chat, puisqu'il est accessible directement dans le chat. On vous l'enverra également pour celles et ceux qui ont été inscrits sur l'invitation envoyée aux membres du club. On permettra de renvoyer le livre blanc. Ce sera une deuxième possibilité. Puis celles et ceux qui sont inscrits à travers l'invitation de Claire Michaud, du Congrès LTD ou relié par ça, vous avez effectivement le livre blanc accessible directement dans l'invitation. Voilà, merci à toutes et tous. J'espère que ça va être un webinaire qui vous a permis d'ouvrir quelques possibilités. Et puis, dans les conseils, il y avait continuer l'apprentissage entre pairs, parce que comme on le disait, il y a tellement de choses qui bougent qu'une seule personne ne peut pas être au fait de tout. En revanche, collectivement, on peut beaucoup plus facilement accélérer notre développement de compétences sur ce sujet-là. Voilà, encore une fois, merci. Bonne continuation, bonne journée à toutes et tous. Et puis, peut-être à un prochain webinaire avec des nouveautés dans quelques temps. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci.